Bonjour, bonjour, bonjour. Eh ben, c'est parti pour une petite vidéo en format podcast, hein, ce que j'avais envie de faire pour pouvoir parler, échanger avec toi. Et donc, le premier sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'était à quel point il fallait se prendre la tête quand on fait du sport. Et là, on va prendre le domaine du trail. Tu vois, en ce moment, je suis en train de entre guillemets un petit peu relâcher la pression. Donc là, tu vois, les vacances arrivent. Moi, j'aime bien aller une fois, deux fois par an. Donc très souvent, c'est en août et puis après derrière ça va être en décembre, c'est de décharger absolument sur tout, de ne me prendre la tête sur rien, c'est-à-dire travail, sport, tout ça, enfin, tous les trucs que tu as, les objectifs que tu peux avoir et que tu te mets un petit peu dans l'année, mais en fait tu les évacues et t'arrêtes pour essayer de repartir un petit peu neuf. Donc là, en août généralement c'est 3 semaines pour moi, et puis après en décembre c'est 2 semaines. Et donc du coup je me posais cette question-là parce que d'ailleurs je suis en train un petit peu de décharger un petit peu cette envie de travail, de devenir un petit peu plus performant, de devenir toujours plus rapide, toujours plus quoi en gros. Mais à quel point il fallait se prendre la tête, tu vois, là-dessus. À la suite aussi d'un podcast que j'écoutais, donc je ne sais pas si tu connais donc Rudy Koya sur internet, donc il est excellent hein, comme gars. Ça fait très très longtemps que je suis ce gars, et donc du coup il fait des podcasts qui s'appellent Leadercast. Donc lui il est dans le monde de la musculation, mais il fait aussi un petit peu sur le monde entrepreneurial. Et il n'y a pas longtemps il en a sorti un podcast que j'aime bien écouter, et qui était sur le fait de se sacrifier, je crois de mémoire, ou réaliser ses rêves. Jusqu'où tu vas te sacrifier quoi en gros. Sachant que généralement lui il va s'adresser plutôt à monsieur, peut-être pas forcément monsieur madame tout le monde, mais au moins pas aux élites, pas à des gens tu vois, qui vont vivre de leur passion. Donc c'est comme si tu vois par exemple dans l'ultra trail ou dans le trail, il va pas s'adresser à Kylian Jornet ou autre parce que ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Par contre, pour celui qui est passionné du truc, jusqu'où tu vas aller sacrifier entre guillemets un petit peu toutes tes heures, ta vie, absolument tout pour la pratique de ta passion, sachant que dans tous les cas, ça ne va pas forcément te rapporter autant que peut rapporter un élite, quoi, en gros. Donc du coup, moi personnellement, c'est vrai que quand j'ai une pratique, quand j'ai une passion, quand je fais quelque chose, j'ai plutôt tendance à la faire vraiment à fond. Donc tu vois, par exemple là, l'année dernière, même jusqu'en mars, tu vois, j'étais plutôt en période de travail, donc du coup j'étais vraiment au taquet là-dedans, mais vraiment au point d'essayer de tout perfectionner, vraiment j'étais à fond. Et donc là, bon, je me suis mis dans l'objectif de faire l'UTMB, donc du coup je suis à fond dans le sport en ce moment, dans le trail, donc là ça fait depuis mars. Et ça fait du bien aussi tu vois, de relâcher un petit peu ce truc-là, de pas tout le temps être à fond dans le truc. Et donc du coup, dans le fait de se prendre la tête, personnellement j'aime bien tout optimiser. C'est-à-dire vraiment, tu vois, quand je fais une pratique, j'essaie d'absolument tout comprendre, pour pouvoir être, on va dire, ne pas essayer de perdre trop de temps. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, si on va parler, par exemple, en trail, moi, je suis plutôt dans une optique loisir, mais en même temps performance, parce que j'aime bien l'idée de progrès, de faire quelque chose et de progresser dedans. Donc, le meilleur moyen de mesurer tes progrès en trail, c'est de regarder ta cote ITRA, par exemple. Tu vois, c'est une cote, on va dire les meilleurs, ils vont à 950 en ce moment. Le meilleur des meilleurs, dans l'idéal, c'est 1000. Hein. Mais bon, ce qui est minimum possible, on est plutôt autour de 950 en ce moment. Et bah, du coup, moi, ça va être de la faire monter, tu vois, au fur et à mesure, tu vois, pour ne pas la faire stagner. Donc, du coup, jusqu'où je vais faire des sacrifices pour essayer de la faire monter, et ben, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que je vais me prendre la tête pour essayer de comprendre comment ça marche, pour essayer de la faire progresser le plus vite possible. Donc, bon, là, en ce moment, je ne fais pas de course, donc j'en sais absolument rien de quelle va être ma première cote quand je vais faire mes courses. J'ai une petite idée, hein, je pense que ça va tourner autour de 500. Mais après, voilà, le but, ça va être d'aller chercher 550, 600, 650, 700, enfin voilà. Et donc, du coup, plus tu vas essayer de la faire monter très très haut, plus tu vas devoir, entre guillemets, te prendre la tête pour essayer de comprendre au maximum comment fonctionne l'entraînement, pour essayer de faire des entraînements qui soient... Le temps d'entraînement que tu vas accumuler soit de la meilleure qualité possible. Parce que c'est bien, je pense qu'on connaît tous des gens qui s'entraînent, je sais pas moi, 4, 5, 10 heures par semaine et qui n'ont pas forcément des résultats extraordinaires, tu vois. Et ben c'est peut-être parce qu'ils s'entraînent pas forcément de la meilleure des façons. C'est-à-dire, je sais pas moi, déjà dans l'entraînement, je pense qu'ils ne polarisent pas forcément. Je crois que de mémoire, l'entraînement polarisé, ça reste quand même l'entraînement le plus efficace pour aujourd'hui, en termes de temps passé et aux résultats que tu vas obtenir. Donc là, tu vois, déjà, il peut essayer de trouver des pistes là-dessus. Peut-être qu'il dort pas forcément très très bien, peut-être qu'il mange pas bien, enfin bref, il s'est pas intéressé à tout ce qu'il peut y avoir autour aussi pour essayer de préserver au maximum le temps qu'il va passer en course,
à ses entraînements pour essayer de le faire progresser le plus possible. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de tout comprendre. Donc déjà, dans l'entraînement, essayer d'avoir le meilleur entraînement possible, entre guillemets, le meilleur possible, d'avoir à peu près la meilleure nutrition possible, le meilleur sommeil possible, enfin tout, pour que le corps puisse au maximum pouvoir progresser et puis aller chercher donc du coup des cotes ITRA qui seront assez hautes. Parce que ça voudra dire que je progresse à l'entraînement. Tu vois, c'est un peu l'objectif comme ça. Après, derrière, c'est jusqu'où on va se prendre la tête là-dessus. Parce que derrière, tu vois, là par exemple, en ce moment, c'est comment je mesure mon entraînement au jour le jour. Et derrière, donc, tu as pu voir d'autres vidéos que j'ai faites. Déjà, ne serait-ce que tous les suivis que je fais de semaine en semaine, tu vois, que j'ai un peu modifié des choses au jour le jour. Tu vois, je regardais un petit peu des indices de progression. Puis après, derrière, je regardais ma vitesse. Mais après, derrière, je me suis dit, il y a le dénivelé. Donc, j'ai vu qu'avec Elevate for Strava, tu pouvais avoir aussi des indices de watts. Et en fait, tu vois, je regardais plein de trucs comme ça. Et là, tu vois, j'en suis plutôt à me dire, bon, il faut que je trouve un truc simple quand même. Et sachant que pour mesurer la performance, ce qu'on utilise, c'est la cote ITRA. Et en fait, quand tu regardes la cote ITRA, c'est un truc tout con, c'est le kilomètre effort. C'est-à-dire que tu fais 1 km, ça vaut 1 km. Si tu fais 100 mètres de dénivelé, ça rajoute 1 km en plus. Donc du coup, tu peux avoir des kilomètres effort sur chaque course. Et derrière, à chaque fois que tu vas faire un entraînement, tu vas avoir une vitesse en kilomètres effort par heure. Donc moi, tu vois, le but, ça va être de chercher à faire monter le plus possible cette vitesse-là. Voilà, c'est un truc tout con, mais plus elle est haute, plus en fait ta cote ITRA elle va être haute. C'est un truc tout con, mais ça fonctionne comme ça. Donc du coup, j'essaie de trouver des choses de plus en plus simples qui va me permettre de pouvoir suivre mon entraînement et de ne pas passer du temps, enfin de ne pas faire que ça, quoi. En gros, lire tout le temps, regarder beaucoup de vidéos, se documenter énormément, c'est sympa. Mais il y a un moment, tu ne peux pas faire ça non plus 3 heures par jour, à faire que ça pour essayer de faire progresser ta cote ITRA, enfin de comprendre ton entraînement, quoi, en gros. Donc, je pense qu'on a beaucoup, par exemple, qui peuvent prendre un coach, tu vois, c'est un truc tout con, mais des fois, moi, j'y pense, hein, je me dis, tiens, si je me fais coacher, comme ça, d'ailleurs, j'ai pu me faire chier au niveau de mon entraînement. Après, d'ailleurs, j'aime bien comprendre. Donc, du coup, je ne vais pas le faire. Peut-être qu'un jour, je le ferai, au moins derrière, pour essayer de pousser le truc au maximum. Mais derrière aussi, c'est de ne pas forcément passer beaucoup de temps non plus dans cette pratique-là. C'est-à-dire que si tu penses à ça à H24, donc c'est-à-dire que tu te prends vraiment à mort la tête, quoi, c'était pas forcément, comment dire, tu vas dégrader d'autres côtés de ta vie. Donc, je sais pas, moi, tu vas dégrader le travail, tu vas dégrader ton entourage, enfin bref, tu vas devoir faire des choix, en fait, hein, ce qui est pas, ce qui, pourquoi pas, tu vois, en soi, hein, personnellement, là, j'avais fait le choix du travail avant, j'étais un peu focus là-dedans, moi, forcément, le sport, j'en faisais pas. Là, en ce moment, je suis à fond dans le sport, alors bien sûr, grâce aux acquis que j'avais eu avec le travail, ça me permet de maintenir un niveau, donc ça va. Mais je ne le fais pas progresser autant que quand j'étais à fond dans le travail. Mais là, par contre, je fais progresser, j'ai l'impression, à fond mon niveau en sport. Donc ça, c'est cool. Mais derrière, il va falloir que je relâche aussi un petit peu la pression, c'est-à-dire jusqu'où je vais être capable d'aller. Ou alors plutôt, maintenant que j'ai compris comment fonctionne un petit peu l'entraînement, donc là, tu vois, par exemple, je vois maintenant comment on peut s'entraîner pour devenir efficace en trail. Tu vois, là, par exemple, là, j'ai réglé un petit peu des choses, ne serait-ce qu'en 2-3 semaines, là, tu vois, d'avoir fait un peu plus de travail musculaire ou autre, et faire un peu plus de dénivelé, ça me fait progresser énormément. Tu vois, ma vitesse en kilomètres effort par heure, elle augmente, mais super rapidement en ce moment, en l'espace de 2 semaines, hein, tu vois, c'est assez dingue, ça va assez vite. Mais juste parce que j'ai compris certaines choses, tu vois, j'ai compris l'intérêt, tu vois, du travail musculaire, alors que c'était une chose que je négligeais, tu vois, avant. Donc du coup, tu vois, de mieux comprendre, comment dire, que tu as des entraînements qui sont très très spécifiques et qui sont intéressants à faire, va te permettre de progresser de la manière la plus optimale possible, entre guillemets optimale, hein, on peut toujours faire mieux, hein, forcément. Mais au moins, ça me permet déjà faire au moins 80-90% de ma progression, elle va être assurée, quoi. En gros, on peut toujours aller chercher 100% de progression, mais honnêtement, là, ça va être vraiment à des niveaux de détails que je n'ai pas spécialement envie d'aller chercher, tu vois. Donc là, je pense avoir compris le truc, ce qui me permet maintenant de pouvoir un petit peu relâcher ce truc-là, donc de ne plus aller chercher absolument toutes les informations possibles sur le trail, et d'avoir une approche beaucoup plus simple dans mon entraînement, parce que je me suis pris la tête avant. Et c'est pour ça que c'est là en fait je voulais en venir dans cette vidéo. En fait, ça a pris du temps, mais c'était juste pour ça. C'est que pour moi, il faut se prendre la tête. Bon, il y a des caractères des gens qui vont avoir tendance à beaucoup se prendre la tête et d'autres non. Je suis plutôt comme ça, j'aime bien me prendre la tête. Tout comprendre au maximum pour après derrière avoir une démarche simple. Parce que tu vas toujours avoir des gens qui ont une pratique sportive ou une pratique dans quelque chose depuis, je sais pas moi, 3, 4, 5, 10 ans, et donc tu vas demander des conseils et ils vont te dire,
sois à l'écoute de tes sensations, fais simple, tu vois, ils vont te donner des trucs à peu près bateaux que toi tu ne comprends pas quand tu es débutant, tu te dis bah je sais pas pourquoi il me dit ça, parce que derrière lui il fait ça, puis moi derrière je comprends pas, puis en plus j'ai vu telle étude qui disait tel ou tel truc, derrière tu comprends pas. Et donc du coup, tu ne peux pas avoir cette approche simple au début, c'est impossible. C'est pas possible d'avoir une approche la plus simple possible et être à l'écoute de tes sensations. C'est pas possible. Il faut te prendre la tête un minimum pour pouvoir le faire. Donc moi j'ai essayé là par exemple pendant 4 mois, j'étais vraiment au taquet là-dessus. Je pense avoir compris pas mal de trucs qui va me permettre de pouvoir arrêter maintenant. J'arrête de me prendre la tête. Une approche simple me permettra, tu vois, d'avoir peut-être même plus de bénéfices que quand je faisais au tout début. Donc ça c'est cool. Derrière, j'ai compris des trucs parce que j'ai eu cette période vraiment très très intense et là ça me permet maintenant d'aller voilà, tranquille, je peux y aller sans forcément entre guillemets me prendre la tête et de faire des entraînements le plus simple possible et de regagner du temps. Et donc ça c'est bien. Parce que derrière je me disais aussi un truc, quand les pros, les sportifs un petit peu élites ou vraiment les gens qui sont vraiment très très bons te disent à l'écoute de tes sensations, c'est parce que derrière tu as une notion qui existe beaucoup dans le sport, c'est le RPE, donc c'est ta manière de juger la difficulté d'un entraînement, donc c'est extrêmement subjectif. Tu vas dire, tiens, par exemple, j'ai fait un entraînement, j'étais vraiment au taquet, physiologiquement, tu n'étais pas au taquet, hein, sur ta FC Max, elle n'était pas atteinte, mais vraiment, au niveau de ton ressenti, tu étais au taquet. Je crois qu'il a fait trop chaud ou autre, tu étais un peu stressé, enfin bref, il y a des trucs qui font que tu n'arrivais pas. Donc là, ton RPE était au maximal. Toi, si tu regardes que tes mesures physiologiques, tu vas te dire, bon, je n'étais pas maximal, j'ai pas besoin de beaucoup de repos. Alors qu'en fait, le sportif très aguerri à l'écoute de ses sensations, lui va se dire putain, mon RPE il était maximal, je vais me prendre beaucoup de repos parce que ça faut que je fasse gaffe, tu vois. Donc il faut, en fait, les gens qui ont énormément d'expérience peuvent être à l'écoute de leurs sensations parce qu'en fait ils ont compris avec les années, avec la pratique, parce qu'ils se sont bien pris la tête et parce que voilà, ça a mis du temps, mais au moins maintenant ils comprennent que tel entraînement par rapport à leur ressenti de difficulté va leur donner, je sais pas moi, temps de repos. Ils savent que là, il va falloir qu'ils fassent vachement gaffe. Tu vois, par exemple, ils ont fait un truc, je sais pas moi, par exemple, physiologiquement, l'impression qu'ils étaient au taquet, mais en fait, ils se sentent très très bien. Je dis, bah, ça va, je vais contrôler ça tranquillement avec une petite sortie de vélo, tu vois, le lendemain, pépouze, pas trop rapide, histoire de bien récupérer. Le soir, je peux rattaquer direct, tu vois. Alors que tu en as d'autres qui vont. Enfin, et tu as d'autres entraînements où ils vont se dire, putain, le RPE était maximal, alors que physiologiquement, tu vois, c'était pas ouf. Ils vont se dire, bon là, je sais que là, par contre, il faut que je coupe carrément pendant 2 jours ou 3 jours parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc là, il faut vraiment que je récupère complètement de manière optimale. Parce que c'est les années de pratique sportive qui leur ont permis de pouvoir juger de leur entraînement limite que à la sensation. Ils vont savoir que tiens, là, moi, je vais avoir besoin de tel truc. Ils n'ont plus besoin de planifier au maximum parce qu'en fait, tout se fait de manière très très naturelle, quoi. Et donc du coup, forcément, ces gens-là vont se retrouver à conseiller des débutants qui vont leur dire, mais sois simple dans l'entraînement. Parce qu'eux, ils ont compris que plus ils ont une pratique simple, où ils sont là et juste à l'écoute de leurs sensations, mais ce qui est normal, hein, tu vois. Et ils vont se dire, c'est comme ça que moi, ça marche le mieux. Et c'est là qu'ils ont les meilleurs résultats, parce qu'ils ont une pratique détendue, parce qu'ils se disent, voilà, c'est tout con en fait l'entraînement. Oui, mais en fait, il y a juste des années de pratique quoi, derrière. Hein. C'est juste des questions de pratique, quoi. De s'être pris de la tête, et d'avoir pratiqué, et d'avoir compris. Donc du coup, forcément, c'est tout con, quoi. Et eux, ils peuvent se coacher, parce que derrière, ils vont pouvoir, après, derrière, conseiller le débutant, qui eux, ils veulent trop se prendre la tête. Alors du coup, ils vont avoir le recul pour leur dire, tiens, fais juste ça suffira amplement. Et puis derrière, c'est là qu'il y aura le plus de bénéfices en plus derrière. Mais le débutant, lui, va peut-être avoir tendance à en faire trop, ou leur changer d'entraînement absolument tout le temps, ou leur tout essayer. Enfin bref, c'est tout à fait normal hein, quand c'est un petit peu au début. Et en fait, c'est pas forcément le plus logique. Tu vois, là, par exemple, moi, autant au tout début, quand j'ai commencé un peu à entraîner là, en mars, j'étais sur quoi? J'étais plus sur augmenter le volume, sans forcément me faire chier au niveau de la vitesse ou autre. Après, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, il faut que je diminue à mort mes sensations de RPE. Donc, je m'entraînais qu'avec des RPE de 1 à 2. C'était pas assez. Après, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse des séries de 200 mètres. Mais en fait, derrière, physiologiquement, c'était pas très très dur. Puis en plus, d'ailleurs, je me dis, non, c'était peut-être dur. Mais en fait, non, absolument pas. Puis là, en fait, d'ailleurs, j'ai enfin compris que, oui, effectivement, il va te falloir des séances où d'ailleurs ça va être très, pour le trail, hein, je parle, il va te falloir des séances où ça va être très très musculaire pour t'apprendre à monter, des séances qui vont être très très musculaires pour apprendre à descendre aussi, donc là ça c'est des entraînements que tu ne peux pas faire tout le temps, mais derrière il faut que tu t'entraînes à descendre comme une grosse balle à fond, des séances de musculation, pas forcément besoin de faire des trucs extrêmement intenses, mais au moins juste un peu pour renforcer, tu vois, au niveau des tendons ou autre, d'améliorer tes appuis, donc là tu vois ça fait un bien fou. Après, il va falloir avoir des séances où tu vas entraîner,
Déjà, il y a une grosse partie de ton entraînement, il faut vraiment que ton RPE soit toujours à 1 ou 2. C'est-à-dire, physiologiquement, tu es en dessous de 70% de ta FC max, quoi, en gros. Même moins, même vachement moins, tu vois, quand tu regardes ceux qui font du vélo. Mais franchement, c'est que dalle, quoi. Ils sont à 50-55% de VO2 max. Enfin, même pas, ils sont à 55% de VO2 max tout le temps, pratiquement. Et après, ils ont quelques moments où c'est extrêmement intense. Donc, en fait, ils polarisent à mort. Donc, très, très intense. Et énormément, en fait, où c'est absolument pas intense. Et par contre, dans le énormément pas intense, tu vois, au niveau de tes seuils physiologiques, tes seuils ventilatoires, bah, il te faut quand même des moments où tu vas être très, très proche de ton seuil ventilatoire aérobique. Où là, en fait, tu vas aller chercher des RPE qui vont être à 4, 5, 6 à peu près. Tout ce qui va être entre 6 et 8, généralement, tu ne vas pas trop le faire. Parce que derrière, ça va être des séances qui ne t'apportent pas forcément beaucoup. Même si, quand tu vas commencer à être élite, tu vas devoir aller chercher un petit peu ces zones-là, parce que c'est des zones d'allure de course. Tu vois, par exemple, ceux qui font du marathon, bah, ils s'entraînent à l'allure marathon. C'est un peu la zone grise, malheureusement, mais tu n'as pas le choix, parce qu'il faut biomécaniquement, tu es obligé d'entraîner ça de ta foulée, quoi. Donc, au plus proche, c'est un peu de la PPS, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être du spécifique que tu vas faire seulement en fin de préparation. Mais derrière, tu vas être obligé d'y passer, quoi, en gros. Et je pense que les athlètes élites, ils sont obligés d'y passer. Donc, tu vois, moi, personnellement, j'essaie un petit peu d'entraîner en mode un peu fartlek, tu vois, pour m'amuser, tu vois, mais à un moment, il faut que tu y passes si tu veux essayer de chercher un petit peu de la perf, quoi. Si tu veux à tout prix, tu me diras, même en vélo, ils sont pas obligés de eux, ils peuvent polariser un petit peu à mort, en fait, derrière. Parce que c'est vrai que c'est des efforts qui sont quand même relativement longs. Donc, bon, ça va. Enfin, bref. Tu vois, si c'est avec le temps que tu comprends un petit peu comment ça marche, tu comprends qu'en fait, quand tu fais beaucoup de marche, quand tu fais un entraînement qui est vraiment, voilà, tu vois, le RP le plus faible possible, mais assez longtemps, en fait, ça accélère ta récupération, mais à fond, hein. Mais ça l'accélère de dingue. Parce qu'en fait, ça. Tu vois, au début, je ne comprenais pas. Il y avait une vidéo qui existe sur Internet. C'est une vidéo que j'ai sortie bientôt qui sera sur la variabilité de fréquence cardiaque. Et le mec, dans la conférence de l'INSEP, te dit que les activités aérobiques ont tendance à stimuler le parasympathique. Enfin, même, donc du coup, à activer ton système nerveux autonome, à récupérer, donc mettre ton corps en position de repos, de récupération. Je me dis, c'est bizarre, parce que moi, quand je fais mes entraînements, je sais pas moi, à 138, 148 tu vois, de BPM, donc en gros, à une endurance fondamentale un petit peu active, comment dire, j'ai pas l'impression que ça me fasse récupérer plus vite. Non, en fait, d'ailleurs, ce qui veut dire, c'est que c'est tout ce qui va être à 65%, voire moins, qui, eux, par contre, là, ça a tendance à énormément te faire récupérer. Donc, ouais, fais du vélo, si t'es à 110 BPM, on n'a rien à foutre, tu vois, au contraire, ça va t'aider, en fait, à récupérer. Et j'ai l'impression que tous les athlètes élites qui sont extrêmement bons, donc ils font toujours à peu près 30 heures d'entraînement, hein, tu vois, c'est des fous, mais en fait derrière vont juste faire en moyenne, en tout, allez, 5 heures, 6 heures de temps d'entraînement extrêmement intense, et après 24 heures, ça va être tout bidon. Ça va être des allures extrêmement simples qui leur font absolument pas mal, mais qui aident à travailler énormément, déjà la lipolyse, important, la stimuler la récupération, mais à fond. Puis après, derrière, ton cœur, de toute façon, il travaille quand même. Donc, en fait, ils s'entraînent surtout comme ça. Moi, je comprenais pas. Moi, je me disais, tiens, ils font, je sais pas moi, 20 heures à 75% d'FC max, puis après, derrière, ils font un peu au-dessus. Mais en fait, non, c'est pas tenable non plus, quoi. Mais en fait, c'est énormément en fait, tout se fait avec le RPE. Pratiquement tout se fait avec le RPE. Tu as besoin de t'entraîner énormément avec un RPE qui soit très faible pour derrière que tu puisses t'entraîner, tu vois, un truc tout con. Et faire quelques entraînements quand même par semaine avec un RPE qui soit maximal pour pouvoir t'aider à développer tes qualités physiologiques, quoi, en gros, sachant qu'il y a tout. Enfin bref. Donc tu vois, cette réflexion que j'ai, où là en ce moment je suis en train de comprendre un petit peu pourquoi en fait derrière il fallait s'entraîner comme ça, sachant que cette chose-là de polariser son entraînement, je savais qu'il fallait s'entraîner comme ça, mais je n'avais pas expérimenté, donc j'en savais rien en fait en vrai. C'est que quand tu expérimentes, tu dis tiens, putain, en fait c'est vrai que quand, tu vois, là en ce moment je fais un peu de randonnée, pareil, mais le lendemain, mais je me sens tellement frais. Mais un truc de dingue, quoi. Parce que je me sens tellement reposé à la fin d'avoir fait ce truc. T'es fatigué, hein, tu fais une randonnée de 3 heures, bon, t'es un peu fatigué, quoi. Mais d'ailleurs, t'es pas monté à des fréquences cardiaques très hautes. C'est tranquille, en fait, derrière. C'est plutôt tranquille. Donc, c'est de la fatigue qui est... Tu vois, ça a plutôt tendance à t'endormir, tu vois. Moi, ça me calme à mort. Mais du coup, forcément, le lendemain, t'as passé une super nuit, tu t'es bien reposé. C'est dingue, en gros. En fait, toutes ces activités-là qui sont plutôt à cardio très très bas ont tendance à te
te faire dormir, à être tranquille, et donc du coup à te faire récupérer énormément. Donc du coup c'est pour ça en fait, c'est pas si compliqué que ça en fait derrière de s'entraîner. Hein. C'est quand même relativement simple, sachant que dans tous les cas, les débutants, en fait derrière ils peuvent pas avoir un entraînement comme ça, c'est un entraînement qui va être un petit peu différent, mais parce que je ne sais même pas si c'est un intérêt quelconque à un débutant de polariser, parce que derrière, c'est quand même des sacrés volumes d'entraînement. Enfin bref, tout ça pour dire, tu te prends la tête, c'est intéressant, mais c'est nécessaire si tu veux après derrière avoir une pratique simple. Plus tu es simple, plus derrière, enfin, plus tu vas te prendre la tête, pardon, plus d'après derrière, pour moi, tu vas pouvoir commencer à avoir une approche beaucoup plus simple, être plus tranquille, détendu, ça va bien se passer, ça va le faire, quoi, en gros. Et tu en as beaucoup. Tu as même, comment il s'appelle c'est Nicolas Martin. Donc, il y a énormément d'interviews qui existent de lui sur Internet. C'est un des mecs, un des athlètes, c'est un des meilleurs mondiaux, hein, quand même, au niveau du trail, qui partage énormément et qui a une pratique qui est extrêmement intéressante et puis un peu en mode détente maintenant, tu vois. Il est très très sage dans sa manière de s'entraîner. Et tu vois, il y avait un de ces trucs qu'il disait, c'est que, donc lui, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne maintenant. Et je crois qu'en fait, il a mis 5 ans à peu près à atteindre, entre guillemets, son meilleur niveau. Mais en fait, il s'est pris la tête pendant 5 ans, on va dire, au taquet tout le temps, parce que derrière, il avait des choses à prouver ou autre. Puis en fait, derrière, quand il a enfin compris, et il a enfin réussi à faire ses entraînements de manière la plus efficace possible, et donc du coup de faire des perfs de malade, donc du coup conformément au niveau qu'en fait il avait, tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne, je sais pas moi, 30 heures par semaine, et qui n'arrive pas à avoir une cote ITRA, je sais pas moi, presque 900, tu vois, ça peut le faire chier, tu vois, il peut se dire, putain, mais c'est pas possible, je m'entraîne tellement bien et tout, il y a un truc qui va pas, quoi. Puis le jour en fait où il l'atteint, c'est qu'en fait il a compris des trucs, puis derrière, ça lui permet d'avoir une détente extrême après derrière dans son approche. Et tu vois, Nicolas Martin, il fait des perfs toujours de dingue aujourd'hui, alors que, entre guillemets, ça fait 4 ans qu'il a relâché un petit peu sa manière de se prendre la tête au niveau de l'entraînement. Tu vois, je pense qu'il a une pratique beaucoup plus simple maintenant, et tu vois, il a toujours un niveau qui est bon. Malgré que, c'est parce qu'il s'est pris la tête pendant 5 ans qui lui a permis d'atteindre un petit peu ce niveau, puis après derrière de pouvoir performer de plus en plus au fur et à mesure, parce que derrière, il avait acquis ce niveau en se prenant la tête. Et maintenant, il peut conserver, voire augmenter son niveau en étant simple. Donc tu vois, c'est pratique. Plus tu vas te prendre la tête, plus tu peux avoir un entraînement simple, et puis après derrière te dégager du temps pour faire autre chose, être plus dans le partage, de faire beaucoup plus de choses, quoi. Donc c'est intéressant. Enfin voilà, c'était plein de réflexions que je me faisais, donc dis-moi si ça t'a intéressé ces petits formats-là, parce que derrière, tu vois, c'est des choses que je pense qu'on est un petit peu tous comme ça, c'est qu'on on a une pratique qui nous plaît. Moi ça me plaît énormément ce que je fais là. J'ai envie d'en partager, et je connais pas forcément beaucoup de monde autour de moi qui pratiquent ce sport, donc du coup forcément je partage sur internet. Bon, voilà. Je partage un peu avec ma compagne ou autre, mais derrière, voilà, mis à part ça, il n'y a pas non plus énormément de choses. Et derrière, tu vois, on a envie, tu vois, de discuter ensemble, tu vois, pour essayer d'échanger un petit peu ses impressions ou autre, surtout que c'est dans ma démarche donc, de ma série de vidéos qui s'appelle Objectif UTMB. Le but aussi, c'est de voir un peu mon évolution. C'est-à-dire que là, je suis en train de te dire des choses en juillet 2020. Il y a de grandes chances que quand je vais écouter ce truc-là dans un an, je vais me dire, putain, j'ai complètement changé de ma manière de voir les choses. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est toujours intéressant de capturer les moments et de voir comment la pratique et les années d'expérience modifient un peu la manière de penser, et de voir comment cette approche de l'entraînement, cette approche philosophique de l'entraînement et de la vie en général, en fait, va changer au fur et à mesure de l'expertise qui va monter. Ah voilà. Déjà 23 minutes de vidéo, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à plus pour une prochaine. Salut!